Madame, monsieur, bonjour. Bon lundi à tous. C'est la revue des grandes unes avec la presse qui est disponible en kiosque ce matin. La nouvelle expression parle de gestion du Covid-19, révélation et dénonciation d'un parlementaire. C'est le grand titre du journal. Mais le journal explique que le député du Social-démocratique Front d'Ivry-Est, Jean-Michel Nutieux, demande qu'à défaut d'une commission d'enquête parlementaire, les services compétents de la République doivent donc diligenter des enquêtes approfondies sur la gestion des fonds du coronavirus au Cameroun parce que des graves soupçons de détournement, des délits d'initiés et même de surfacturation ainsi que des rétro-commissions pèsent donc lourdement sur l'ensemble des opérations. Des révélations fracassantes à découvrir dans le dossier proposé par le journal de la page 6 à la page 7. Le même journal parle également de coronavirus avec la galère des malades du VIH-Sida. D'après l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique subsaharienne court vers des ruptures de stock d'antirétroviraux du fait même du coronavirus. C'est une sorte d'alerte, en tout cas, que fait le journal et même l'organisation en question. On parle également d'autres choses dans le journal. On parle des exactions avec l'armée à nouveau accusée dans un rapport Human Rights Watch, index bien entendu des militaires du 42e BIM pour avoir commis des abus et même des violences ou des violations sur les populations de Mozogo à l'extrême nord, Cameroun. C'est en page 2 du journal ce matin également qui s'intéresse aussi à la crise anglophone. Yaoundé entre le marteau et l'enclume. C'est l'autre sous-titre également à lire dans le journal disponible ce matin. Et puis l'œil du Sahel qui en kiosque s'intéresse à l'actualité parlant de Ngaoundéré, l'abattoir industriel accuse un déficit de plus de 2 milliards de francs CFA. C'est ce qu'on lit en page 7. On lit également autre chose parlant de Garoua 3e avec Abdourahmane Maïkanti qui a donc été élu également en page 3. Amchide Boko Haram, un membre du comité de vigilance, a été tué par contre à Maïganga. On parle de 3 personnes enlevées, c'est-à-dire en page 5 du journal, disponible en kiosque également ce matin. Et puis le journal Intégration s'intéresse au Covid-19 au Cameroun. Lumière et teinte de flou sur les chiffres. Le journal propose donc le sujet ce matin. Le journal parle également des offres énergétiques avec le barrage de Mvele qui fait donc économiser 350 millions de francs CFA par semaine donc à l'État du Cameroun. C'est en page 4 du numéro disponible en kiosque ce matin. Le journal Émergence qui est en kiosque ce matin parle de négociations avec les séparatistes. Il y a des tensions au sein du gouvernement camerounais, parle notamment Richard Moncrief, directeur du projet Afrique centrale à International Crisis Group, qui fait donc des révélations fortes également en page 5 du journal Émergence. Émergence qui parle également de surfacturation. Gaston Elundo Essomba épingle Eneo, c'est dans le numéro de ce matin. Et on parle aussi de corruption dans le même journal. 1610 milliards de francs CFA perdus par le Cameroun en 10 ans. C'est ce que le journal révèle également ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir toutes ces informations dans les tabloïds Émergence, tout comme le Messager de ce matin qui parle du 12 juillet 2010, 12 juillet 2020, nos larmes n'ont pas séché. C'est ce que le journal propose, parlant notamment de l'hommage et du témoignage 10 ans après la disparition, même la disparition tragique de l'icône de la défense des libertés et de la démocratie au Cameroun. Dossier à lire de la page 2 à la page 4 ce matin. C'est un travail fait par Soulé Honoré qui a interrogé, questionné et même donc donné la parole à plusieurs autres acteurs aussi pour notamment célébrer les 10 ans, en tout cas de décès, commémorer les 10 ans du décès de Pius Ndiaye. C'est dans le journal. Le même journal s'intéresse à autre chose, parlant de Jean-Michel Nutieux et qui fait savoir que Malachi Manaouda est donc dans un trou noir. Le député du Social-démocratique Front exige des enquêtes approfondies sur la gestion des fonds du Covid-19 au Cameroun. Autant d'actualités à lire dans le numéro disponible en kiosque ce matin, tout comme Mutation qui parle de l'offre énergétique du haut volt. C'est ce que le journal propose comme titre ce matin pour parler justement des localités qui vont bénéficier de 30 mégawatts en provenance justement du barrage de Mvele et injecté donc dans le réseau au bénéfice des régions du centre, sud, littoral, nord-ouest, sud-ouest et l'ouest Cameroun. Le ministre Gaston Elundo Essomba annonce d'ailleurs dans la foulée l'arrêt de l'utilisation de 4 centrales thermiques réputées budgétivores pour le Cameroun. C'est en page 7 du journal disponible en kiosque ce matin. Le journal a également d'autres informations. Et puis le journal Économie s'intéresse à l'innovation, 10 projets numériques qui
Ibar, notamment la route au Covid-19. C'est le journal qui propose également le dossier ce matin. D'autres informations sur le plan économique sont également contenues dans le journal. L'économie disponible en kiosque. Le Financier d'Afrique parle également de Paul Biya sur le plan concernant la finance publique. Paul Biya donne donc les orientations du budget 2021. C'est à lire dans le journal disponible. Et sur également qui s'intéresse à la crise sanitaire, le projet filets sociaux élargi donc aux ménages impactés par le Covid-19. C'est l'autre sujet que je vous invite à parcourir ce matin, parlant de sécurité sociale. 15 milliards de francs CFA pour 100 000 pensionnés donc de la CNPS. C'est dans le journal également Le Financier d'Afrique. Le journal Équation s'intéresse à la gestion du corridor Douala-Bangui avec le Cameroun et notamment la République centrafricaine qui prennent donc des engagements fermes dans le cadre de l'amélioration de ces déplacements et de ce corridor, et surtout les populations riveraines qui doivent également bénéficier des retombées de ce tronçon, également à lire dans le journal qui a également d'autres informations. Et puis Cameroun Tribune parle des préparations du budget de l'État, avec les orientations du chef de l'État également. Tout cela dans un dossier à lire de la page 3 à la page 7 du quotidien Cameroun Tribune, disponible en kiosque, qui s'intéresse également à d'autres actualités que vous aurez l'occasion de parcourir si vous faites un tour en kiosque ce matin. Et surtout le soir hebdomadaire qui s'intéresse également à ce soupçon de remaniement ministériel, consultation secrète donc a tout dit, c'est ce que le journal nous apprend. Le journal s'intéresse aussi à l'assassinat de Florence Ayafor avec deux présumés meurtriers appréhendés donc par les forces de défense et de sécurité, à lire dans le dossier proposé par le journal Le Soir hebdomadaire de ce matin. Le journal s'intéresse à autre chose aussi, tout comme le quotidien Le Jour qui parle de relâchement. Attention, le virus tue toujours. Dans les bars, les marchés, les transports, le respect des mesures barrières a quasiment disparu. C'est tout un reportage que le reporter justement du journal Le Jour est allé mener dans ces différents endroits bruyants pour raconter ce qu'il a vu et entendu et observé également. Donc on parle bien sûr de revalorisation des pensions, les réserves donc des syndicats. Dans le journal ce matin, on parle de vieillesse et invalidité et même des décès. Dans cette revalorisation, c'est à découvrir dans le même journal, le quotidien Le Jour de ce matin. Voilà ce que la presse nous propose et celle que nous avons reçue à notre rédaction de ce premier jour de la semaine. Avec Thierry Niopé qui est avec nous, bonjour. Bonjour Flavien Dongo, bonjour Abena Batana, bonjour aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. Avec votre permission, je m'incline devant la mémoire je dirais pas d'un vieux de la presse parce qu'il n'est plus de ce monde. Pius Ndiaye est parti il y a 10 ans, c'était le 12 juillet 2010, hier c'était le 12 juillet 2020. Cela fait 10 ans justement que cette icône de la presse camerounaise et africaine, je dirais même mondiale, s'en est allé dans un tragique accident de la circulation du côté des États-Unis alors qu'il y était pour une conférence où on parlait justement de l'avenir et du devenir de l'Afrique. Bon, maintenant, la mémoire continue à survivre grâce au quotidien Le Messager avec toute cette jeunesse qu'il a toujours eu encadrée au quotidien. Je pense notamment Dacier, Alain Dimpo et les autres. On n'oublie pas des doyens voilà, comme Edouard King, l'un des papiers de la presse qui y est toujours et qui continue à donner également du sien pour que la mémoire du feu plus Ndiaye. C'est un hommage qui est rendu d'ailleurs à ces derniers à travers le Messager de ce matin. Voyez-vous, on parle bien sûr de nos larmes qui n'ont pas séché, carrément. On continue de penser à lui. Bonjour Bernard Batana, bienvenue. Yes. Good morning Bamenda. Qu'est-ce qui vous arrive? Good morning Bouya. Bonjour Flavien Dongo, bonjour Thierry Niopé. C'est toujours un plaisir d'être là tous les lundis matins pour parler des choses de la cité. On va peut-être tous entrer par les 10 ans de la mort de Pius Ndiaye. J'ai eu le privilège d'être à ses côtés pendant 15 ans. 15 ans comme employé au Messager. Et il faut dire qu'au-delà de Ndiaye, il y a Emeran Bivega, Pius Ndiaye lui-même, Lucien Claude Kameni et Edouard King, qui sont à l'origine du journal Le Messager. Lorsque le journal naît en 1979 à Bafoussam, les gars ont un objectif de lutter pour plus de liberté de la presse au Cameroun. Ils ont évolué et Ndiaye a pris le flambeau
jusqu'à ce qu'il tombe en juillet 2010 aux États-Unis. Mais il aimait toujours à le dire, qu'il veut rester comme celui qui est parti et que le messager lui survive. Il aimait à le dire que son œuvre doit lui survivre. Et je pense que il n'est pas ici question de sécher les larmes ou de mouiller les yeux. Il s'agit ici de continuer l'œuvre de Pius Ndiaye. Et comme le loup d'Alfred de Vigny, piller, pleurer est également lâche. Mais il faut continuer le combat de Pius Ndiaye. Très bien. Je crois que ce combat sera perpétué. Allez, on le voit bien à travers l'hommage rendu, en tout cas, à ce dernier par plusieurs plumes, grosses plumes d'ailleurs. Vous aurez l'occasion de parcourir et on voit bien qu'il y a aussi d'autres faits. On parle d'hommage, de témoignage de 10 ans après justement le décès de cette icône de la presse, de défenseur même de la liberté et notamment de la démocratie. On le découvre également dans le dossier proposé par le journal Le Messager. Vous aurez l'occasion de parcourir également pour ceux qui auront un kiosque ce matin. Et toujours dans le même journal, il y a autre sujet. On parle de Jean-Michel Nitieux qui pense que Dr Malaoud Amalachi est dans un trou noir, à la suite notamment de ce qui est dit dans le cadre de la gestion même des fonds alloués au Covid-19 au Cameroun. Ce n'est pas le seul journal qui l'évoque. Bien d'autres tabloïds sont revenus également sur le fait, et notamment la nouvelle expression en grande une ce matin. Oui, c'est vrai que plusieurs aspects ont été abordés par le député SDF à l'Assemblée nationale, Jean-Michel Nitieux, d'ailleurs représente VRES au Parlement, la Chambre basse. Mais pour revenir justement sur cette sortie qui a longuement fait écho même au niveau des réseaux sociaux, l'honorable Jean-Michel Nitieux estime simplement que la gestion de la pandémie n'a pas été ce qui devait être, notamment au niveau, par exemple, du fonds de solidarité, tout l'argent qui est versé au quotidien au niveau du ministère de la Santé publique, à travers ce fonds de solidarité-là, des appuis des particuliers et des entreprises pour accompagner le gouvernement camerounais dans la lutte contre la Covid-19. Au-delà de ces aspects également, il est revenu sur les marchés qui sont attribués à quelques entreprises. Donc les surfacturations sont patentes. Par exemple, quand vous facture près de 1000 masques à 10 millions, c'est-à-dire en fait au niveau de ces facturations-là, un masque chirurgical, selon les documents qui ont été brandis par le député du SDF, coûterait 1000 francs CFA, alors que tout le monde sait en fait que il coûte en temps normal 500 francs. Maintenant, est-ce que la commission des marchés passe par là? Quels sont les éléments? Vous savez généralement que il y a ce qu'on appelle la mercuriale qui accompagne généralement ces appels d'offres, ces marchés-là, cette attribution des marchés. Donc il est clair que tous les marchés qui ont été passés par le ministère ou par le ministre de la Santé publique, ou je préfère dire le ministère de la Santé publique, parce qu'il y a également le secrétaire d'État en charge des pandémies, le Lamido, qui également était chargé de la gestion de certains marchés. Bref, il y a plusieurs départements ministériels qui sont concernés par cette gestion. Voilà, mais pour le cas, pour le cas du ministère de la Santé publique avec la sortie de l'honorable Jean-Michel Nitieux, il y a quelques éléments qui pourraient effectivement lui donner raison, mais quand on sait, je l'ai dit tout à l'heure, la structure de la passation des marchés au Cameroun, on n'est pas du tout étonné. D'accord. Alors, c'est un traitement, c'est un questionnement, ou alors, puisqu'on parle de révélations et dénonciations d'un parlementaire, ils sont d'ailleurs nombreux qui se sont insurgés contre tout ce qui se déroule, en tout cas, tel que l'opération est menée sur le terrain concernant le combat contre le Covid-19. On sait bien que ça ne marche pas bien et qu'il faut revoir les stratégies. Le Premier ministre le rappelle d'ailleurs chaque fois, mais quelques acteurs sont impliqués dans des faits évoqués par le journal ce matin, en parlant notamment des rétrocommissions, en parlant de la surfacturation même dans la gestion de ces fonds. Alors, c'est un travail d'investigation mené de bout en bout. Je crois qu'on a intérêt à lire et on prend en considération tout ce qui est écrit là-bas. C'est un travail qui a été mené et qui se résume en 3 étapes. Il y a un constat, il y a des dénonciations et il y a des solutions que Jean-Michel Nitieux a proposées. Et puis, on s'étonnerait de savoir qu'il
il y a eu toute une session parlementaire qui est passée sans qu'il y ait une séance spéciale sur la gestion même, parce que nous sommes en pleine crise sanitaire et que les députés sont en session et qu'on n'inscrive pas ce sujet à l'ordre du jour pour une séance. Je crois qu'il y a de quoi s'interroger, comme le député Jean-Michel Nietzsche, sur la gestion même de la pandémie. Je pense que c'est un document qu'il faut regarder de très près. Et il est passé au crible tous les mots qui minent toute la gestion opaque sur la Covid-19 et autres là. Et je pense qu'on devait en tenir compte, hein, et que les pouvoirs publics devaient s'approprier ce document pour rectifier le tir quant à la gestion de la Covid-19. Certains parlementaires vous diront qu'ils ont évoqué le sujet en mars, de long en large, avec des interviews réalisées entre parlementaires et les membres du gouvernement. Bon, au-delà de ces interviews, Bernard l'a souligné tout à l'heure, c'est vraiment un travail, je dirais pas journalistique, mais un travail vraiment de recoupement qui mérite d'être pris en compte. Parce que il allait justement, parce qu'en même temps l'épidémie évolue. Rappelez-vous que du côté de certains pays occidentaux, notamment en France, on est en train de parler de reconfinement. Le jour a même fait tout un grand dossier là-dessus pour démontrer comment au Cameroun, on a comme l'impression que la pandémie a quelque peu disparu ou que la maladie est finie. Le port du masque n'est plus ce qu'il était il y a quelques mois. Les mesures de distanciation sociale ne sont plus ce qu'elles étaient il y a quelques mois. Et même au niveau de la gestion des corps, il est même revenu justement dans sa sortie sur la gestion des dépouilles en fait, des personnes qui sont parties des suites de la Covid-19. Qu'est-ce qui est fait? Parce que le ministre de la Santé publique avait souligné avec beaucoup de véhémence que entre l'heure du décès et l'enterrement, il ne devrait pas s'écouler plus de 48 heures. Entre-temps, ces corps qui ne peuvent pas être mis à la morgue, comment la gestion de ces corps devrait être faite? Le ministre n'a pas été assez disert là-dessus. Aucune information supplémentaire ou complémentaire n'a été donnée à ce niveau. Donc, l'honorable Jean-Michel Nietzsche revient là-dessus. Il parle par exemple du nombre de tests qui ont été faits et sur quel échantillon. Quel est le pourcentage qui peut nous permettre de croire que les chiffres qui sont balancés généralement au cours du point de presse quotidien au niveau du ministère de la Santé publique sont exacts? Est-ce que les tests ont été faits et à quel niveau? Quel est le pourcentage? Ce sont des questions légitimes que l'on devrait se poser et que le ministre et que l'honorable Jean-Michel Nietzsche s'oppose. Je crois que c'est un travail de fouille qui n'est pas, bien sûr, à jeter ou à négliger, mais qui devait être qui devait être pris en compte dans le cadre de la mise en place, pourquoi pas, d'une véritable stratégie de riposte contre la Covid-19. On sait bien que c'est tout un dossier que propose la Nouvelle Expression ce matin, de la page 6 à la page 7, et quelques articles qui sont également interrogés, des réactions aussi que je vous invite à lire, tout comme le quotidien Le Messager, qui est revenu également avec le même sujet, en pied de une. Jean-Michel Nietzsche, donc Manachi Manaouda est dans un trou noir, c'est ce que dit d'ailleurs le journal, et là vous aurez l'occasion de parcourir le sujet. Alors autre chose que la presse propose également ce matin, il y a notamment des exactions avec l'armée qui est donc à nouveau indexée ou je dois accusée, je préfère utiliser le terme utilisé par le journal. Dans un rapport de Human Rights Watch, on voit bien que l'armée ou les militaires du 4e BIM et 42e BIM ont posé quelques faits qui aujourd'hui laissent à désirer. Oui, en fait, il s'agit d'une organisation non gouvernementale qui accuse le bataillon d'infanterie mobile de molester la population, de leur faire subir des sévices corporels, simplement parce que certaines personnes qui auraient été choisies pour assurer la surveillance au niveau des différents villages du côté de Mozogo. En fait, beaucoup ont désisté, beaucoup ont déserté, et, alors que leur rôle, en principe, était celui d'avertir parfois les militaires en cas de présence
d'un membre de la secte islamique Boko Haram. En réalité, on l'a toujours dit, la population devrait occuper une place de choix dans le renseignement prévisionnel, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité au quotidien, parce qu'on ne saurait mettre un gendarme, encore moins militaire, derrière chaque Camerounais. Donc, tout le monde devait apporter sa pierre dans ce combat-là, notamment en jouant ce rôle de renseignement, notamment au niveau du renseignement prévisionnel, pour permettre à ces militaires-là de faire bien le travail et surtout de les protéger, elles et leurs biens. Donc on ne comprend pas comment ces populations se soient débinées, pour certains désertés ou ont simplement refusé de jouer ce rôle-là. Maintenant, si elles ont été fouettées d'après l'organisation, la crise de confiance est née justement de ce que certaines populations disent avoir été molestées par ces hommes en tenue pour la simple raison, en fait pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Ah oui. Mais il faut rappeler que c'est un devoir citoyen, c'est une obligation d'ailleurs, c'est une affaire de tous et de chacun. Tout le monde doit s'impliquer dans la lutte contre l'insécurité. Bon, maintenant, si les militaires ont procédé, en fait, ont choisi une autre manière de châtier ces populations-là, c'est peut-être cette manière qui est à déplorer, mais vivement que tout le monde s'implique davantage à la lutte contre l'insécurité au Cameroun. Alors, donc, Human Watch qui ne cesse pas, en tout cas, de gérer ou alors d'enquêter au Cameroun, et avec quelques révélations importantes que je vous invite à lire dans le journal. Vous avez parcouru l'article en question, l'armée est à nouveau accusée. Oui, il faut dire que la crise anglophone, c'est un marronnier qui va toujours revenir tous les jours. Et c'est un feuilleton à plusieurs épisodes. Aujourd'hui, quand ce n'est pas l'armée qu'on accuse, c'est les terroristes qu'on accuse. Non, nous sommes là dans une guerre asymétrique où il y a d'un côté les forces de défense et de l'autre côté les indépendantistes qui sont confondus avec la population. Et donc maintenant, il faut les extirper. Comment faut-il faire? Ce n'est pas une guerre conventionnelle où on a deux belligérants. On se trouve là devant des indépendantistes, des terroristes, comme on les appelle, qui sont confondus aux populations. Ce qu'il faut demander aux populations, c'est de dénoncer. C'est tout. Tant qu'ils n'auront pas dénoncé, on peut parfois confondre un citoyen ordinaire à un terroriste parce que justement, il ne dénonce pas. Quand vous trouvez que quelqu'un est suspect et qu'il ne fonctionne pas suivant l'ordinaire, mais il faut le dénoncer. C'est tout ce qu'il faut faire. Sinon, ils vont continuer à être fouettés. Parce que s'ils ne veulent pas parler, on va les fouetter pour qu'ils parlent. De toute façon, les ONG sont dans leur rôle de dénoncer. Parce que l'ONG, lui, il voit comment un soldat tape sur un individu. Il ne sait pas pourquoi. Ça peut être un terroriste. Ça peut être un citoyen ordinaire. Il revient maintenant aux citoyens ordinaires de dénoncer. C'est tout ce qu'il faut faire. Tant qu'ils n'auront pas dénoncé, ils vont subir. Parce que le militaire va arriver quelque part, on lui dit il y a des gens qui sont dans telle zone. Si vous ne dénoncez pas, mais il ne saura pas que tel est au domaine. Dénoncer que celui-ci, parce qu'ils les connaissent. Les populations connaissent ceux qui sont ce qu'ils appellent là-bas des Amba Boys. Ils les connaissent. Et il faut qu'ils les dénoncent. Alors ici, c'est dans l'extrême nord, bien entendu. Oui, bien sûr. Là Bernard Benel a largement revenu sur la crise anglophone, notamment sur la une du quotidien La Nouvelle Expression, effectivement sur la difficulté que le ministre René Emmanuel Sadji, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, a de la peine à expliquer au sein du corps social, notamment quand on parle justement de ce dialogue, ce prétendu dialogue qui aurait eu lieu entre les sécessionnistes et le pouvoir central. Alors, donc il y a émergence ce matin. Ce qui est vrai pour les sécessionnistes est vrai pour le secteur. C'est pour cela que j'ai pris l'exemple de ce qui est vrai d'un côté, dans une guerre asymétrique, c'est la même chose. C'est la même chose autant dans le nord-ouest et le sud-ouest, autant dans le nord et l'extrême nord. Ça, c'est la même chose. C'est le même schéma. D'accord. Alors, Émergence parle justement des négociations avec les séparatistes et dit qu'il y a des tensions au sein du gouvernement camerounais. C'est d'ailleurs Richard Moncrief qui le révèle, lui qui est d'ailleurs directeur du projet Afrique centrale de International Crisis Group. Oui, il y a eu cette rencontre que la presse a annoncée, la rencontre de Volier
entre les sécessionnistes et le gouvernement, que le gouvernement a nuancé dans sa réponse. Et les populations restent sur leur faim. Est-ce que la rencontre a eu lieu effectivement? Est-ce qu'elle n'a pas eu lieu? Si elle a eu lieu, qu'est-ce qu'on s'est dit? Quelles sont les avancées par rapport à la solution à cette crise anglophone? Mais c'est là qu'on attend. On n'attend pas mieux. Est-ce que la rencontre a eu lieu? Est-ce qu'il y a une amorce de négociation entre les séparatistes et le gouvernement en place à Yaoundé? Comme l'a exigé les Nations Unies, il faut qu'on le sache, mais la sortie du ministre nous a laissé à notre fin. Il a dit, en fait, il ne s'agit pas de cela. Et donc, il s'est agi de quoi alors? Thierry Nyope, est-ce qu'on devrait se poser la question, si on a écouté la riposte du gouvernement, qui exactement n'a pas dit qu'il n'y a pas eu rencontre, ou encore qu'il y a eu, mais seulement dit a utilisé d'autres termes pour exprimer ce qui est pour tout au moins balayer du revers de la main, ce qui a été dit en rapport avec cette rencontre. Bon, il faut dire avec beaucoup de certitude que le gouvernement, je l'ai souvent dit, n'a jamais fermé la porte aux négociations. Donc qu'il y ait eu rencontre formelle ou informelle avec une partie, il faut le dire ainsi, une partie des sécessionnistes comme l'a argué Sissiko Ayuk Tabé ou son vice-président, c'est tout à l'honneur des deux parties parce que le plus important, le Camerounais lambda qui va au nord-ouest ou au sud-ouest veut simplement que la guerre cesse de ce côté. On a toujours dit, même les Nations Unies ont demandé aux parties belligérantes effectivement de déposer les armes, mais on ne saurait placer l'armée régulière parce que c'est l'une des conditions d'une véritable amorce de dialogue entre le gouvernement central de Yaoundé et les sécessionnistes, donc le dépôt d'armes, mais cela n'est pas possible dans le cadre d'une guerre asymétrique parce qu'on ne peut pas comparer une armée régulière à une bande de sécessionnistes parfois que l'on présente comme des anticonformistes, mais toujours est-il que les Camerounais veulent que la guerre cesse dans le nord-ouest et le sud-ouest, alors que le gouvernement continue à mener des pourparlers avec une partie de sécessionnistes, avec une partie de Camerounais qui veulent la sécession du Cameroun. C'est tout autre chose. Le plus important, c'est que ces négociations, si jamais elles peuvent avoir lieu, qu'elles soient formelles ou informelles, c'est que la guerre cesse dans cette partie du Cameroun. Tout comme Bernard l'a souligné tout à l'heure, même du côté de l'extrême nord, on a besoin de la quiétude au Cameroun. Aucun pays ne peut évoluer dans l'anarchie, dans le désordre. Pour que le Cameroun avance, il faudrait effectivement que nous soyons dans une sorte de îlot de paix. Voilà. Alors, donc on peut lire ça également dans la presse ce matin. Mutation parle donc de l'offre énergétique avec du haut volt. C'est ce que le journal propose comme titre pour parler justement des 30 mégawatts qui vont permettre à ce que plusieurs localités, plusieurs régions, qui sont d'ailleurs citées par le numéro de ce matin, parlant notamment du sud-ouest, et on parle bien sûr du centre, le sud, littoral, sud-ouest, nord-ouest et l'ouest en même temps, qui vont être donc, qui vont bénéficier donc de cet ajout en kilowatts, je veux dire en mégawatts. Oui, effectivement, c'est du haut volt. 30 mégawatts, c'est une valeur ajoutée énergétique dont il faut tenir compte vivement. Parce que vous savez... Mais c'est pour quand? Parce que ça reste la question également. Oui, c'est pour quand. Il faut que le gouvernement réponde à la question. Mais, en tout état de cause, 30 mégawatts comme valeur ajoutée dans une économie, c'est très important. Souvenez-vous que l'énergie, c'est le socle de tout développement. Quand on parle d'émergence à l'horizon 2035, c'est par rapport à une énergie vraiment conséquente. Il faut que l'économie soit approvisionnée en énergie pour que, effectivement, les industries tournent et autres, pour qu'on aboutisse à cette émergence de tous les vœux de pouvoir de Yaoundé. Bon, maintenant, à quand est-ce que ce sera effectif? Parce qu'on est là dans l'effet d'annonce, là dans l'effet d'annonce du haut volt. Dans l'effet d'annonce du haut volt. Mais maintenant, il faut que le haut volt soit effectif. Il faut qu'il se soit palpable par le citoyen lambda. Voilà. C'est là-bas où on va atteindre le développement et la croissance. Parce que le développement, c'est aussi ça. Que l'énergie soit disponible à tous et pour tous.
À ce moment-là, on peut parler de développement, on peut parler de haut volt, mais pour le moment, nous sommes encore dans l'effet d'annonce. En tout cas, c'est le titre de mutation du haut volt parlant de l'offre énergétique et également intégration de ce matin qui dit cette offre permettra en tout cas d'économiser 350 millions de francs CFA par semaine à l'État. Oui, mais parce que en réalité, ce n'est pas un effet d'annonce. Hein. Le projet du barrage de Mvele, selon le ministre, va prendre corps dans les jours qui arrivent parce que il dit que les 30 mégawatts sont injectés. Ça veut dire, il le dit bien, pour permettre aux régions, notamment du centre, du sud, du littoral, du nord-ouest, du sud-ouest et de l'ouest, d'être suffisamment arrosés en énergie électrique. Il n'a pas dit qu'ils seront injectés dans un proche avenir. Non, mais on a encore vécu ce week-end des coupures. Espérons effectivement que cela va progressivement permettre aux différentes régions de ne plus avoir des problèmes de coupure, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure. Du côté de l'ouest, ce sont des coupures fréquentes, pas dues au problème, à la vétusté du matériel, mais dues justement aux problèmes qui ont eu lieu du côté de Bamenda, où l'entreprise en charge justement de ce volet était obligée de faire des contenements pour pouvoir alimenter en journée sans aucun problème cette partie du Cameroun. Je ne suis pas l'avocat de M. Gaston Eloun de Soumba. Le but pour nous, quand les choses, il faudrait le dire, quand les choses sont bien faites, il faut dire que les choses sont bien faites. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quand même 350 millions de francs CFA qui sont dépensés. C'est l'argent économisé en tout cas. Qui sont dépensés chaque semaine à ce niveau, donc au niveau de ce gap énergétique. Il faudrait maintenant faire suffisamment d'efforts parce qu'il y a des centrales thermiques qui, en fait, il y en a 4. Comme le journal le dit d'ailleurs. Il y en a 4. Il y a 4 centrales thermiques qui font dépenser un argent fou au gouvernement camerounais. 350 millions par semaine, ça fait quand même pratiquement 1 milliard 400 millions qui seront d'une manière ou d'une autre économisés par mois. C'est quelque chose de formidable. Il faudrait que l'on salue ce genre d'initiative et prier effectivement qu'il ne s'agit pas seulement du barrage de Mvele qui est entré en phase de construction dans le cadre des projets structurants du président Biya. Il y a d'autres barrages qui ont été lancés et souhaiter également que le gouvernement aille au-delà des barrages hydroélectriques pour comprendre effectivement qu'aujourd'hui il y a des sources nouvelles d'économie nouvelle, en fait d'énergie nouvelle, notamment les panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques qui peuvent également être une manne terrible pour un pays comme le nôtre. Je vous rappelle qu'il fait parfois chaud dans des pays, dans des parties septentrionales du Cameroun et même dans le littoral. Il faudrait donc exploiter également cette source énergétique nouvelle assez importante. Voilà. Alors, lorsque vous l'avez dit, il y a Émergence qui est revenu ce matin pour dire que, parlant de Gaston Eloun de Soumba, qui est le ministre, bien sûr, qui épingle Eneo, parce qu'Eneo ne respecte pas le coût de consommation de l'énergie. Mais Gaston Eloun Emmanuel est le ministre de tutelle. Oui. Il est le ministre de tutelle. Il n'a pas besoin d'épingler sur la presse. Il a besoin de passer à l'action, de sanctionner, d'apporter des solutions. Il ne s'agit pas ici d'épingler. Il s'agit d'apporter une solution à un problème. C'est pour cela qu'on est ministre. On n'est pas un ministre pour dénoncer. Si ce n'est que pour dénoncer, tout le monde peut le faire. On est un ministre pour apporter une solution aux problèmes du quotidien des citoyens. C'est pour cela qu'on est nommé ministre. Moi, je pense qu'on devait apprendre à passer à l'action. Et Thierry vient de dire ici que il y a beaucoup de projets de barrages et autres là. On ne doit pas toujours s'arrêter à l'effet d'annonce, à l'effet d'inauguration. Nous voulons, sur le terrain, vivre cela, vivre l'avantage des barrages hydroélectriques. Il ne suffit pas de dire qu'il y a un barrage, il y a l'énergie solaire. Non, mais tout le monde peut le dire. On peut se mettre au carrefour et dire que non, mais moi je vais vous donner. Ça, c'est des slogans de campagne électorale. Et nous, on veut la pratique. Bon, maintenant, le ministre doit passer à l'action. Nous, on veut le voir sanctionner. On veut le voir passer à l'action. Notre problème à nous, les citoyens lambda, c'est qu'il n'y ait plus de coupure. Voilà notre problème. C'est qu'on ait le bien-être par rapport à l'énergie, une fourniture d'énergie électrique efficiente.
Ce n'est pas de lire que le ministre dénonce Eneo. Ce n'est pas ça le rôle du citoyen lambda. Alors on va sortir de cette émission avec le soir hebdomadaire qui parle d'une odeur de remaniement ministériel. Le reporter semble avoir lu dans la boule de cristal que tout s'apprête et que c'est imminent. En tout cas, je serais allé dans la boule du cristal, comme a fait le reporter du journal Le Jour. Mais je pense quand même qu'un remaniement ministériel, en fait, du journal Le Soir, je crois quand même qu'un remaniement ministériel serait louable pour donner un léger coup de fouet au travail gouvernemental, à l'action gouvernementale, parce qu'on vous rendez compte que depuis un temps, à cause peut-être de la pandémie du nouveau coronavirus, beaucoup de ministres ne se sont pas suffisamment bougés, mobilisés sur le champ de l'action où on les attendrait. Espérons donc que si jamais ce mouvement peut avoir lieu, ça serait de bon augure et vraiment cela pourrait participer justement à faire bouger quelque peu les lignes. Alors, le journal dit qu'il y a des consultations secrètes qui se déroulent à Etoudi. Alors, d'abord, un remaniement ministériel relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Mais je pense que après chaque élection comme celle qui vient de se passer là, on peut s'attendre à un remaniement ministériel. Et je pense qu'il ne faut pas se parler tout simplement de remaniement. Parce que telle que la situation se présente, il s'agit d'une reconfiguration. Parce que souvenez-vous, le statut du gouvernement actuel date de décembre 2011. Il faut bien que ce soit réadapté. Voilà. Merci à vous, chers messieurs. Demain, c'est une autre édition. Ce sera la deuxième de la semaine. Merci, je vous souhaite de passer une très bonne journée et que les lecteurs aillent en kiosque, en tout cas, se procurer les tabloïds. À demain, 9h20 sur Equinox Télévision. Tu étais le défenseur.